Félix Tshisekedi demande à la communauté internationale de sanctionner de manière efficace et sévère ceux qui financent ou qui soutiennent les groupes armés dans l'Est de la RDC. C'était son appel à l'issue de la 75e Assemblée générale des Nations Unies. Madame, Monsieur, c'est la grande question qui sera développée autour ou tout au long de cette grande édition spéciale sur Siloé Télévision. Nous allons aussi parler des réformes électorales en République démocratique du Congo, CAP 2023. Et pour ce faire, nous avons deux élites sur ces plateaux. Régis Landry Kaswama, vous êtes cadre du MLC, merci d'être là. Merci. Et Georges Fungi, vous êtes militant de la Lucha, merci d'être là. Merci, je suis activiste pro-démocratie, c'est suffisant. D'accord, merci beaucoup. Et nous commençons cette émission avec vous, Georges Fungi. Félix Tshisekedi formule un appel solennel aux Nations Unies pour sanctionner ceux qui soutiennent les groupes armés dans l'Est. Pensez-vous qu'avec des révélations allant dans le sens d'incriminer les multinationales, qui sont entre autres aussi entretenues par la communauté internationale, pensez-vous que cet appel a sa raison d'être? Je salue, d'abord je voudrais dire merci à Siloé à travers votre personne pour l'invitation que nous a lancée pour participer à cet échange national, cet échange d'idées. Et s'il faut revenir sur votre question, Félix demande que la communauté internationale sanctionne les tireurs de ficelles. Ça, c'est un appel important. J'ai salué ce message du président de la République, mais s'il faut regarder l'autre facette de cet appel, ça n'a aucun sens. Aucun sens, pourquoi? Parce que nous avons vu Codeco à Bunia entrer triomphalement, le milicien qui tue, qui pille, qui sont en train de s'aimer la terreur dans la partie nord-est de notre République. Nous les avons vus entrer dans la ville, être ensuite gratifiés, être reçus par les commandements militaires au niveau de Bunia, ensuite monter sur le véhicule de l'armée. On ne sait plus où est-ce qu'ils ont été gardés. Alors nous allons demander entre ces tireurs de ficelles que nous connaissons, qui existent, et les gouvernements congolais, qui est réellement le vrai tireur de ficelles. Les tireurs de ficelles le plus visible pour nous maintenant, c'est les gouvernements, parce que c'est les gouvernements qui nourrissent le milicien. C'est les gouvernements qui financent les miliciens. Il y a des preuves parce qu'ils ont été transportés par le véhicule. Mais ça, c'est un cas isolé peut-être. On peut dire isolé, mais c'est ce que nous voyons visiblement. Alors qu'est-ce qui dit que ces autres cas ne sont pas le même? Mais seulement, ça ne se fait pas avec beaucoup de caméras, avec la caméra derrière. Nous pensons, pour nous, il est important que les Nations Unies, la communauté internationale, puissent un peu intervenir avec beaucoup de vigueur en sanctionnant tous ceux-là qui sont en train de financer le rébellion, mais nous pensons également que le gouvernement devrait prendre de mesures courageuses, de mesures fortes pour sanctionner et décourager tous ceux-là qui sont en train de semer la terreur dans la partie est et nord-est. Alors, Régis Landry Kaswama, 60 ans après, ou plus de 20 ans après, vous ne pensez pas que l'insécurité dans l'Est constitue un problème congolo-congolais? Un problème qui doit être géré parmi nous, le Congolais, en lieu et place de faire appel à la communauté internationale. Si c'est ça votre vision quand vous dites congolo-congolais, je dirais oui. Mais c'est une crise qui tire ses origines au-delà de nos frontières congolaises. Vous êtes sans ignorer que la crise a commencé réellement aux alentours de l'année 93. Mais déjà avant cela, aujourd'hui il y a des faits avérés, des gens qui se sont insérés dans l'appareil étatique congolais, et des faits d'espionnage, avec une certaine visée de nous prendre nos terres.
Aujourd'hui, nous sommes en train d'essayer de maquiller le débat ou bien de parler seulement des conséquences et non des causes. Les causes existent depuis des années. Les gens veulent occuper l'espace géographique congolais pour s'y investir et même dans les années à venir nous conquérir. Ces nations sont identifiées. Ces nations, nous avons eu même des relations diplomatiques très froides il y a certaines années. Aujourd'hui, elles sont rétablies. Aujourd'hui, on a un des membres de la diplomatie rwandaise installé en RDC qui tient des propos qui ne devaient pas passer auprès du gouvernement congolais, mais qui est là, les propos sont passés, et les Congolais se lèvent pour manifester, pour demander que ce monsieur, ambassadeur de la République du Rwanda, soit changé. Et c'est les forces de l'ordre qui tirent dessus, c'est les forces de l'ordre qui casent les Congolais. Là, vous commencez déjà à identifier les ennemis. Parce qu'ils sont en train de défendre leurs droits. Alors, ici, vous avez parlé des multinationales. C'est vrai qu'il y a les multinationales qui tirent des ficelles aussi. Parce que la guerre, c'est aussi l'exploitation minière. Très bien. Cette exploitation se fait au vu et au su des autorités congolaises. Ils savent comment les Congolais vont exploiter le coltan, par exemple. Les Congolais vont sous terre sans mécanisme de protection contre les vies, pour les vies humaines, contre les méfaits sur la santé. Où va cet argent qui est produit dans cette exploitation minière? Dans les poches de certaines personnes identifiées. Donc, il y a des nations autour de nous qui nous agressent, il y a des multinationales qui bénéficient de ces actions, et en interne, dans l'armée, dans l'appareil politique, et même dans la territoriale, il y a des tireurs de ficelles au sein du Congo. Donc c'est bien aujourd'hui de demander aux Nations Unies de s'investir pour punir ceux qui financent ces actions sur notre territoire, mais c'est aussi une obligation pour le gouvernement congolais de travailler pour identifier ces gens qui, de l'interne, travaillent contre la République et causent la mort des Congolais depuis des années, 93 à aujourd'hui. Est-ce que ces gens sont connus? Ou il faut commencer par enquêter? Les gens sont connus, les rapports existent. Très bien. Je reviens vers vous. Je reviens vers vous. Georges Fungi, le chef de l'État avait pris l'initiative de convoquer un mini-sommet. Et d'ailleurs, il y a eu des pays qui ont refusé cette invitation. Vous ne pensez pas qu'en refusant cette invitation, on se culpabilise? On devient déjà ennemi de la paix en RDC? Le président de la République convoque un mini-sommet. C'est quoi l'objectif de ce mini-sommet? Qui sont les acteurs et qui doivent intervenir? Sur quoi on doit parler? Président Félix, qui est-il? Il est un président élu après beaucoup de contestations. Comme toujours en Afrique. Hein. Comme toujours en Afrique. Oui, oui. Et où est-ce qu'il est parti tirer sa légitimité? Parmi ses premiers voyages, nous l'avons vu aller au Rwanda. Qu'est-ce qu'il a dit au président rwandais? Quelles sont les garanties que le président rwandais lui a données pour qu'il puisse asseoir sa légitimité? Nous avons vu le président Tshisekedi en Ouganda avec le président Museveni. Qu'est-ce que Tshisekedi a dit à Museveni pour que celui-là lui donne une certaine légitimité? Nous avons vu le président Tshisekedi chez son homologue angolais, plusieurs fois d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il a dit? Quelles sont les garanties que le président angolais lui a données pour qu'il puisse asseoir un peu sa légitimité? Et tout ce voyage, c'était des signes de faiblesse, l'aveu de faiblesse, l'aveu d'incompétence sur le plan diplomatique. Ça montrait clairement qu'il n'était pas assis et il allait solliciter du soutien auprès de ses homologues. Ce n'était pas un assaut diplomatique. Ce n'était pas un assaut diplomatique. Pendant que le Congo était enfermé. Mais c'était plutôt... Le Congo n'a jamais été enfermé. Le Congo
à l'époque du président Kabila, n'a jamais été enfermé. Nous avons vu le Congo en Zambie, nous avons vu le Congo organisé d'ailleurs, pas de mini-sommets, mais de grands sommets à Kinshasa. Le Congo n'avait jamais été enfermé. C'était un discours de la 10e rue. Ces discours-là Et maintenant, ma question est celle de savoir, est-ce qu'en refusant cette invitation, on ne sera pas ennemis? Je suis en train d'évoluer. Lorsque le président Tshisekedi, qui a sollicité le soutien des autres pour qu'il puisse asseoir son pouvoir, c'était pour eux, pour ces États qui ont donné à Tshisekedi la force, c'était pour eux une humiliation de voir Tshisekedi les inviter, entre guillemets, les convoquer pour parler de problèmes dont ils sont responsables. C'était pour eux une façon de dire comment allons-nous répondre à l'invitation de celui que nous avons fait asseoir au pouvoir pour qu'il puisse nous juger. Parce que les responsables de l'insécurité à l'Est, c'est connu, c'est le Rwanda. Ensuite, c'est l'Ouganda. Et aussi, d'un côté, il y a l'Angola. Comment ces trois États qui ont fait de Tshisekedi ce qu'il est pourraient venir parler de problèmes qui va les condamner. Voilà. Donc, pour moi, il se tiendra en vidéoconférence désormais. Quelle est la chance que vous accordez à cette initiative? La chance que j'accorde à cette initiative, c'est le gaspillage de finances congolaises. Très bien. Alors, Régis Landry Kaswama, je reviens vers vous. Puisque les ennemis ou les responsables sont connus selon Georges, ou notamment connus selon Georges Fungi, qu'est-ce que nous attendons pour déclarer la guerre face à ces nations-là? Puisque la diplomatie a échoué pendant plus de 20 ans, ne pouvons-nous pas changer la stratégie de contre-attaquer, comme l'a dit l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito? Vous savez, nos rapports diplomatiques avec les nations qui nous entourent nous passent un certain message. C'est celui de l'aveu de faiblesse de la RDC. Pas plus tard qu'il y a moins de 10 jours, je pense que vous avez suivi sur les ondes d'une radio de la place, le numéro 2 de la République, Madame le Président de l'Assemblée, dire et confirmer qu'il y a actuellement 8 armées étrangères sur le territoire congolais. Comment une nation grande qui se respecte, comment une nation forte comme devait l'être la RDC peut avoir sur ses terres 8 armées étrangères? Et là, je ne parle pas encore des mouvements rebelles et des mouvements insurrectionnels. Donc, actuellement, on compte... Moins encore des conflits ethniques. Actuellement, on compte, juste pour l'année 2020, on est à près de 4000 décès des Congolais. 4000 décès monitorés suite aux incursions des mouvements rebelles par-ci, par-là, Rutshuru, Beni et consorts. Comment est-ce que la RDC peut concevoir cela? Comment est-ce que nous pouvons nous lever un matin et apprendre que le gouvernement a admis un projet de loi d'amnistie sur les faits insurrectionnels de 2013 à 2020. Ça fait 7 ans où les gens sont entrés sur nos terres, les gens ont fait ce qu'ils ont fait, et après on accorde l'amnistie. Quel est le message que nous passons? Parce qu'aujourd'hui, le message doit être clair. C'est peut-être un État réconciliateur. Le message, c'est ça. Rassembleur qui veut ramener tous les Aujourd'hui, le message doit être clair et ferme. Que vous ne pouvez pas vous décider un bon matin de prendre les armes, de décapiter des Congolais, et 6 mois après, espérer être réhabilité et être aux fonctions à la tête de la RDC. Cette stratégie que nous menons depuis des années fait aujourd'hui notre faiblesse. Cette stratégie-là fait aujourd'hui notre faiblesse. C'est comme ça que nous sommes attaqués de partout. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on apprend qu'il y a un mouvement qui a commencé. Les gens viennent, ils entrent dans la ville, ils ressortent, le gouvernement négocie. Nous devons, à un certain moment, affirmer notre force. Je suis de ceux qui pensent qu'il est temps pour que le gouvernement mette les moyens au sein des armées, au sein de ses services, pour commencer à défendre nos terres. Sinon, nos terres, nous sommes en train de les perdre. Et aujourd'hui, par quel mécanisme? Mais si nous mettons les moyens, vous savez,
la force, elle est très dissuasive. Parce que si nous ne sommes pas forts sur le plan de la diplomatie, nous allons continuer à nous soumettre. Parce qu'en termes de diplomatie, c'est l'État faible qui se soumet. Nous ne devons pas continuer d'être cet État faible. Nous devons être cet État qui a une force de frappe sur le plan militaire. Cette force est dissuasive et cette force contribue à créer notre position sur le plan diplomatique. La 9e meilleure armée au niveau africain. Ça, c'est la 9e à l'époque du président Kabila. Même à l'époque de Kabila, nous sommes tous dans les titres ici en RDC alors que sur terrain, rien ne se fait. Ça fait combien d'années que les Congolais meurent? Ça fait combien d'années que les Congolais meurent? Pourquoi est-ce que à chaque fois qu'il y a des petites tensions politiques ici en RDC, on fait appel aux armées étrangères? On a fait appel aux Zimbabwéens, aux Angolais et consorts. Parce que nous donnons l'impression aujourd'hui que le Congo n'est pas capable de sécuriser toute son étendue. Nous sommes en train de donner l'impression que le Congo est trop grand pour le Congo. Alors qu'aujourd'hui, et ça, c'est le message que ceux qui sont contre nous veulent entendre. Pour se donner une raison légitime de nous attaquer. Le gouvernement doit nous défendre, et même par les armes, c'est une option très capitale. L'option de la guerre? La guerre, oui, il faut la guerre. Puisqu'il s'agit d'une agression. La guerre, oui, il faut la guerre, mais la guerre, pourquoi la guerre? Je pense la guerre, pour l'instant, n'est pas une option à privilégier. La diplomatie est importante pour régler... Une diplomatie qui a échoué? J'avance. La diplomatie, elle est une option capitale pour l'instant, mais pas une diplomatie avec Madame Toumba. C'est pourquoi j'appelle au remaniement pour que nous mettions des hommes et des femmes qu'il faut à la place qu'il faut. Pas de représentants, je ne sais pas, des tribus. Là, vous individualisez le débat. Non, je n'individualise pas, je parle de la ministre des Affaires étrangères et non de la personne. Je parle de la ministre. Voilà pourquoi, face aux rebelles, il faut une force agissante. Pas des négociations à la manière de Bounia. Nous demanderons au gouvernement de prendre ses responsabilités. Les responsabilités d'abord en dotant nos forces armées de moyens conséquents. Donner leur solde de manière régulière. Parce qu'on ne peut pas demander aux militaires qui ont des enfants, qui ont deux femmes, qui ont de familles, d'aller combattre au-delà de serments qu'ils ont fait, de se sacrifier pour leur pays. On ne peut pas quand même leur demander d'aller combattre pendant que leurs familles meurent de faim ici à Kinshasa. Leurs familles sont en train de mourir, n'arrivent même pas à scolariser leurs enfants, n'arrivent même pas à prendre de charges médicales pour leurs enfants. On ne peut pas demander à ces militaires au-delà de ce qu'ils peuvent en tant qu'humains. Voilà pourquoi nous demanderons à notre gouvernement de mettre des moyens conséquents, d'arrêter avec des dépenses inutiles, farfelues de 4 millions de sommets, je ne sais pas, de Kabé à Kamwanga, pour qu'on mette ce moyen à nos forces armées pour que ces dernières puissent combattre en faveur de la République. Très bien, merci beaucoup, madame, messieurs. Vous avez compris qu'on a consacré toute une grande partie de l'émission à cette situation qui sévit dans l'Est de la RDC pendant plusieurs années. Nous sommes à Kinshasa, les vidéos nous parviennent, les échos nous parviennent, on a des correspondants même sur place. Alors la situation est très désagréable. D'ailleurs, vous pouvez le constater de par mon habillement, je suis en train de compatir avec l'Est de la RDC. Changeons des chapitres, nous parlons réforme électorale. Il y a un groupe de Congolais le groupe a initié une proposition de loi portant révision de la loi électorale. Mais lorsque nous avons parcouru toutes les innovations, permettez-moi de parler de votre leader, apparemment c'est comme si le cas de Jean-Pierre Bemba n'est toujours pas réglé. Va-t-il rester inéligible jusqu'en 2023 lorsque vous avez lu, bien sûr, cette proposition de loi? Bon, encore ici, j'aimerais que nous soyons capables de parler des idées, des systèmes et non des êtres humains.
pris à ce titre. Jean-Pierre Bemba est un grand leader un grand leader politique dans ce pays. Personne ne peut l'ignorer et il est le président national du MLC et je pense encore il reste notre meilleur atout dans l'objectif de la conquête du pouvoir. Alors en ce qui concerne les réformes électorales, nous avons marché le 13 juillet 2020 aux côtés de nos partis amis de la Mouka et d'une grande majorité du peuple quinois pour demander à ce qu'on procède préalablement aux réformes électorales avant d'atteindre le niveau de l'installation de la nouvelle équipe de la CENI et de lancer le prochain processus électoral. Et dans le même ordre d'esprit, au niveau interne, nous avons procédé à plusieurs réflexions, à des propositions des réformes électorales. Il y a une initiative de l'Université de Liège qui s'était proposée de rassembler des fils de la RDC pour discuter notamment autour de ces questions qui n'a pas abouti parce que certains participants qui avaient donné leur accord avaient estimé par après qu'il fallait que le débat se fasse dans un cadre institutionnel. Alors, une autre occasion, une autre initiative venant pas du MLC, comme la première d'ailleurs, s'est présentée avec le groupe des parlementaires congolais qui se sont présentés pour réfléchir sur les questions, ont fait leur travail, ils ont fait des consultations et au début de l'action, le président Jean-Pierre Bemba les avait reçus et avait déclaré son soutien total à l'initiative. Et à la fin, quand ils ont fait leur travail, quand ils ont présenté leur rapport, il a confirmé son soutien total. Alors, si vous voulez quand même que je parle de Jean-Pierre Bemba, je crois que la proposition de loi est déposée à l'Assemblée nationale et le MLC a incarné un cahier de charges. Nous avons un certain nombre d'objectifs à atteindre et je pense que l'évaluation sera faite après. Mais Jean-Pierre Bemba reste notre atout majeur, notre meilleur pion, notre meilleur candidat pour les élections et 2023. Si le parti lui renouvelle la confiance, je serai en tout cas très fier de déposer dans l'urne un bulletin. Avec son numéro. Très bien. Alors, Georges Fouji, Jean-Pierre Bemba. Nous restons dans le cadre de réformes électorales. Qu'en est-il des inéligibles? Apparemment, cette question n'a pas été, en tout cas, éclairée. Les inéligibles, je pense qu'ils resteront et ils demeureront Inéligibles. s'il le faut. Parce que je ne vois pas un seul Congolais qui soit irremplaçable. Je ne vois pas un seul Congolais qui soit le seul à avoir les meilleures idées pour développer ce Congo. Si hier il a été inéligible, il faudra se demander pourquoi il l'a été. Ce n'est pas parce qu'il a beaucoup mangé ou ce n'est pas parce que sa figure est tellement belle qu'on n'a pas voulu avoir une telle personne député ou sénateur ou encore président de la République. Il y a des causes objectives qui ont concouru à l'inéligibilité de tel ou de tel autre. Mais si la loi, puisque nous sommes dans un état de droit, si la loi en décidera autrement, je ne vois pas comment, personnellement, je pourrais m'opposer à la candidature de tel ou de tel autre. Mais sur la liste, il y a Moïse Katumbi, sur la liste, il y a... Mais si je devrais rappeler à mon co-débatteur, sans le taquiner, que je suis de Kisangani. Que je suis de Kisangani. Vous êtes de Kisangani? Je suis de Kisangani, Okay. où Jean-Pierre Bemba a évoqué, a déjà parlé de la thèse d'effacer les tableaux. Il est du MLC. Je ne sais pas si il pourra expliquer aux téléspectateurs de Siloé ce que signifie effacer les tableaux. Kisangani n'oubliera jamais cette phrase d'effacer les tableaux. C'était quand
c'était pendant la rébellion du MLC avec le RCD. La population boyomèse n'oubliera jamais effacer des tableaux. Je voudrais encore lui demander de se rappeler que la Cour internationale de justice venait de mettre en place une commission pour établir les dommages réels subis par la population de Kisangani afin de la dédommager. C'était à cause du MLC. À chaque fois que vous aurez à parler de votre leader, je voudrais que vous vous rappeliez également de ce qui a été fait à Kisangani. Peut-être après, vous êtes rappelé... Vous êtes aussi au courant de son discours après son acquittement, où il a dit qu'il ne touchera plus aux armes, il touchera désormais aux yeux. Non, ça c'est un très bon discours et j'ai lu ce discours-là. C'est ça, un discours responsable. Peut-être c'est pour demain qu'il ne touchera plus, mais pour hier, nos plaies sont encore fraîches pour effacer Réforme tout ce électorale. qu'il a eu à faire à la population. Réforme électorale. Réforme électorale, je pense, chaque année, chaque processus électoral, nous devons faire des réformes. Voilà. Mais simplement, les réformes, chaque camp dans une démocratie, nous ne sommes plus dans l'étape de négociation des 100 cités ou bien de la cité de l'OIA, moins encore chez le prêtre au niveau du centre diocésain. Je pense que chaque camp a ses idées, a ses propositions et tout cela devrait être coulé en forme de loi pour le ramener au sein des institutions, si pas au gouvernement, au niveau du Parlement, pour un débat institutionnel et démocratique. Nous devrions ensemble cultiver l'élan institutionnel et démocratique d'accepter un débat d'idées, un débat qui ne part déjà au préalable avec des a priori. Que non, tel que je viens, si ceci n'est pas respecté, moi, je ne ferai pas cela. Si cela n'est pas acquis, moi, je n'avancerai pas. Que tous, ce n'est pas pour rien nous avons un Parlement, ce n'est pas pour rien nous avons un gouvernement. Amenons nos propositions au sein des institutions, faisons un débat d'idées. Celui qui aura convaincu un grand nombre d'élus, ces idées pourra passer et ensemble, nous allons nous soumettre à cela. Merci. Mais seulement, mon appel est à la mise en place rapide pendant cette session du bureau de la CENI pour que celui-ci se mette déjà au travail. Parce que la mise en place du bureau n'interdit en rien ou n'en fait en rien les réformes électorales. Mettons en place le bureau de la CENI et allons mollo aux réformes. Faisons un débat calme, un débat serein d'idées autour de propositions qui ont été faites par le groupe de 13 et les idées qui auront recueilli la majorité d'adhérents seront adoptées et la République aura avancé. Alors, avec ces idées. Régis Landé-Kassouma, pensez-vous que même si on parlait réforme électorale aujourd'hui, le débat concernant les élections de 2023 a sa place d'être 2 ans seulement ou 1 année et quelques mois seulement après l'accession de Félix à la magistrature suprême? Ce n'est pas une façon de désorienter l'opinion. En lieu et place de parler développement, nous parlons élection 2023, voilà, Kabila ne reviendra pas, il doit revenir, tout ça. Est-ce que cette façon de désorienter l'opinion ou l'attention de l'opinion n'est pas à décrire? Vous savez, nous sommes ici dans un système de management où gouverner, c'est prévoir. 2023, c'est vrai que c'est dans 3 ans, mais 2023, c'est déjà bientôt, c'est déjà demain. Donc, légitimement, je pense que nous devons déjà, tel que c'est déjà le cas, commencer à réfléchir pour améliorer nos cycles électoraux. Parce que nous avons connu des élections en 2006, en 2011 et en 2018. À chaque fois, les résultats sont très contestés parce que dans le processus, tout au long du processus, il y a beaucoup de couacs qui font que, à la fin, le travail global du processus électoral finit par s'avérer comme étant un échec. Voilà. Vous avez en face de moi mon co-débatteur qui a affirmé ici sur ce plateau, sauf si j'ai mal capté le propos, que le président était mal élu.
le président actuel. Et vous savez qu'en 2006, le président déjà était mal élu. Ça a aussi été le cas en 2011. Est-ce que ce n'est pas la conséquence de la jeune démocratie que nous sommes? Vous savez, toutes les démocraties ont commencé quelque part, mais toutes les démocraties n'ont pas commencé tel que c'est le cas ici en RDC. Ici en RDC, nous prenons un malin plaisir à déformer nos lois pour des intérêts partisans et personnels. Ok? Nous sommes ici en train de discuter du système électoral, où nous ne sommes pas en train de placer des pions, où nous ne savons pas qui sera le gagnant après les élections. Mais nous voulons réglementer le jeu lui-même. Et celui qui sera le plus fort au sortir des élections, c'est celui-là qui sera le président de la République. Mais que ça ne soit pas comme nous l'avons vécu en 2018, où nous avons des sons de cloche qui viennent ci et là pour confirmer que le Parlement a été constitué. Sur base de certaines accointances politiques, il y a eu même des gens qui n'étaient pas élus, qui se retrouvent aujourd'hui au Parlement, même dans l'opposition d'ailleurs, je le confirme, parce que des gens avaient une certaine visée politique. Et aujourd'hui, nous dire de ramener le débat au sein des institutions, c'est quoi? C'est de donner notre destin des futures élections où nous voulons avoir des dirigeants bien élus, mais la décision pour ces meilleures élections, nous voulons la donner entre les mains de ceux qui sont en majorité mal élus et non élus. Vous faites foi maintenant à cette proposition de l'électoral qui va baliser le chemin d'un bon procédé. Nous sommes en train de travailler par tous les moyens, par toutes les voies, pour arriver à ce que nous ayons des réformes électorales. Voilà pourquoi nous disons que nous n'allons pas nous-mêmes nous limiter nos options. Ça aurait été, à mon avis, mieux que les formations politiques se rencontrent entre elles pour discuter autour de ces questions et les verser dans le cadre institutionnel pour la mise en marche. Mais discuter à force égale, les gens n'ont pas voulu. Parce qu'ils savent que préalablement, ils se sont donné une certaine force au sein des institutions. Et ils ont voulu qu'on ramène le débat dans ce cadre-là, avec objectif non exprimé jusqu'à ce jour de protéger leur position. Parce que cette loi, telle qu'elle est proposée, sera ouverte au débat au sein de l'Assemblée, au sein du Parlement, dans les deux chambres. Et je pense que vous verrez comment est-ce que le débat sera houleux, parce que chacun voudra préserver ses positions. Très bien. Alors, Georges, vous en appelez à la mise en place de manière urgente du bureau de la CENI, alors que vous savez que les rapports des Nanga n'ont jamais été débattus à l'Assemblée nationale, alors que vous savez que les réformes n'ont jamais été appliquées, l'audit moins encore. Apparemment, c'est une façon de dédouaner Nanga de sa gestion. Mais une autre question serait de savoir, mise en place du bureau de la CENI, oui, mais que devient Rossard Malonda? Puisque le Parlement ne s'est pas encore dessaisi. L'audit de la CENI n'enfreint en rien ou n'interdit pas le rapport qui a été déposé la mise en depuis place la session passée du nouveau bureau de la CENI. Aujourd'hui, nous sommes en pleine session de septembre. Rien n'empêche qu'aujourd'hui ou demain soit programmée l'audition de rapport de la gestion Nanga. Donc pour moi, auditionner les rapports Nanga, faire l'audit de sa gestion, ne peuvent pas, les deux questions-là, ne peuvent pas arrêter la marche de la mise en place du nouveau bureau de la CENI. Pour ce qui est de Ronsard Malonda, je ne serai pas dans le pro ou les anti-Ronsard. Ce que moi je veux, c'est de voir un nouveau bureau de la CENI être mis en place. Avec un bureau, quel président? Pas n'importe qui, mais quand même quelqu'un qui remplit... Je parle de la figure de Ronsard Malonda, donc lui, on peut s'en passer. Avec Ronsard ou sans Ronsard, pour moi, c'est que je veux un nouveau bureau qui pourra venir rapidement se mettre en œuvre pour nous amener vers les élections. Donc pour moi, il serait important que la session de septembre soit mise à profit pour que la République soit dotée d'un nouveau bureau de la CENI qui devra se mettre en œuvre. Très bien, nous disons un dernier mot. Régis Landry-Kaswama, je termine avec vous, puisque c'est Georges qui avait commencé.
Votre appel à l'Assemblée nationale, puisqu'on sait que proposer une loi est une autre chose, la programmer, l'adopter, l'analyser en est une autre. On a les cas de Christophe Lutundu qui avait déposé déjà une proposition de loi presque une année. Ce n'est pas encore traité. Votre appel? J'ose espérer encore une fois que le sens patriotique va agir au sein du Parlement et que les députés et sénateurs seront à la hauteur des attentes du peuple congolais. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un besoin des réformes apportées sur la loi électorale, des réformes apportées sur la loi organique de la CENI, des réformes même sur le contentieux, le fonctionnement du contentieux. Parce qu'après les élections, quand il y a contentieux, il faut qu'on soit capable de recompter les voix bureau par bureau. Il faut qu'on soit capable d'avoir un temps de préparer les éléments. Il faut que la CENI qui détient les résultats amène aussi ces résultats pendant le contentieux. Pour que en fait, il y a tout un système qui est en train d'être réfléchi et mis en place. Nous voulons ramener par exemple un distinguo sur les cas d'inéligibilité. Inéligibilité à vie, inéligibilité temporaire par exemple. Nous voulons définir les cas. Quelles sont pour telles infractions? Quelle est la durée de l'inéligibilité et pour telle autre, comment est-ce que ça va se passer? Tout cela, nous sommes en train de vouloir ouvrir le débat et de le réglementer pour que les Congolais aient la chance de participer à chance égale, à force égale aux élections. Et Jean-Pierre Bemba, qui est un fils de ce pays, moi je veux le voir porter à la tête de la République démocratique du Congo. Et ce qui s'est passé pendant les époques de la rébellion ou pas, tous les actes ont été assumés pleinement. Je pense que Jean-Pierre Bemba est allé en justice pour cela. Il y a eu un verdict rendu sur la question et aujourd'hui, le débat ne se pose plus. Monsieur mon co-débatteur qui est de Kisangani, vous avez parlé avec votre cœur pour votre problème de votre coin. Je le comprends bien. Et sur ce plateau, je ne veux pas faire l'apologie de la violence. Sur ce plateau, je veux faire l'apologie du pardon et de la justice. La justice, c'est quoi? La justice, je parle de la justice de la vraie, pas de la raison, mais de la justice du côté de la vérité. La vérité, c'est que la guerre a existé. La vérité, c'est que la guerre, c'est le passé. La vérité, c'est que Jean-Pierre Bemba, c'est le leader d'avenir. Pour le bien-être du peuple de Kisangani et de toute la République. On va conclure le débat. Rien à ajouter, peut-être lui aussi a parlé avec son cœur et les deux cœurs se sont rencontrés. Okay. Et pour la République, marchons ensemble. Très bien, madame, monsieur, pour la République, marchons ensemble. C'est par là que nous bouclons cette édition spéciale. Nous nous fixons rendez-vous très prochainement. Dans l'entretemps, restez bénis au programme de Siloé TV. Merci. Merci.